Mon nom, c'est Nathalie Melquet. Je suis professeure au département des sciences de la santé de l'Université du Québec à Rimouski, au campus de Lévis, et membre au CRIS, chercheur au CRIS. Cette troisième journée de l'Institut porte sur les impacts de la pandémie de COVID sur la détresse des jeunes. Nous enchaînons maintenant avec le deuxième webinaire de la journée. J'ai le plaisir de vous présenter le Dr. Brian Greenfield, professeur associé de psychiatrie et de pédiatrie à la faculté de l'Université McGill et directeur de l'équipe d'urgence en santé mentale de l'Hôpital de Montréal pour enfants. Le Dr. Greenfield présentera pendant 40 minutes et ensuite, nous aurons une vingtaine de minutes pour vos questions. J'invite maintenant le Dr. Greenfield à commencer sa présentation intitulée « Quelle place pour la variable COVID dans l'équation du risque suicidaire chez les jeunes ». À vous, Dr. Greenfield. Bonjour tout le monde. Dans le contexte de COVID, il faut que je vous présente d'abord les difficultés, les défis à l'urgence. Et suite à ça, je vais mettre l'emphase sur l'impact de COVID, mais je pense que si je vous donne une introduction, ça va plus facilement souligner comment insérer COVID dans l'équation. Alors, globalement, les mêmes variables qui contribuent au suicide contribuent à l'état limite, le développement de l'état limite. Et je ne dis pas par ça que je suis d'accord avec tous les critères de l'état limite. Enfin, je ne suis pas d'accord. Mais juste pour vous dire en termes globaux que les mêmes variables qui contribuent à l'évolution du suicide contribuent à l'évolution de l'état limite. Excusez-moi, je porte une dent artificielle parce que j'ai cassé une dent en avant et mon articulation est différente avec mon dent artificielle. Donc, je fais mon maximum d'articuler comme il faut, en anglais et en français. Certains cas, certaines situations contribuent aux suicidalité chez les jeunes. D'abord, il y a des problèmes, ce qu'on appelle internalisants. Ça veut dire, moi j'ai le problème et vous ne savez pas que je souffre. La souffrance, c'est à l'intérieur de moi. Ce sont les problèmes internalisants comme anxiété et dépression. Un autre groupe de problèmes psychiatriques, ce sont les problèmes externalisants. Ça veut dire que moi, j'ai le problème, vous êtes à l'extérieur de moi et vous le savez avant moi, ou mieux que moi. Ça, c'est typique déficit d'attention avec hyperactivité et impulsivité, oppositionnalité, désordre de conduite, par exemple. Si on prend un problème externalisant avec un problème ou un problème internalisant et on le combine avec adversité, c'est une bonne recette pour suicide ou état limite. Quelles sont les conditions d'adversité? Ça comprend un divorce, une séparation des parents, l'utilisation de drogue ou boissons chez les parents, un parent qui est obligé d'avoir une hospitalisation en psychiatrie ou en médecine avec un problème médical, une négligence, une interne en prison pour le papa, maman, entre autres. Donc, on a un problème internalisant comme dépression, anxiété, combiné avec adversité. Et si on veut vraiment consolider une vulnérabilité au suicide, ajouter
un trouble d'apprentissage. Ça veut dire un bon cerveau qui apprend différemment. Alors, ça contribue aux suicidalités, aussi un problème externalisant, déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, avec ou sans impulsivité, irritabilité, combiner ça avec une adversité et ou un trouble d'apprentissage, ça c'est un bon domaine pour suicidalité. Quels sont les cas typiques à l'urgence? Soit 90% des enfants qui visitent l'urgence sont des victimes de l'adversité, comme j'ai nommé auparavant. Et on est en train de le mesurer d'une façon formelle. On est en train de le faire maintenant. Et c'est mieux si dans une ressource de crise comme à l'hôpital de Montréal pour enfants l'urgence, on peut avoir une équipe qui est équipée pour gérer les adversités de toutes sortes. Et si on peut travailler très proche avec les services sociaux et avec la protection de la jeunesse. Ça, c'est globalement. Une autre pourcentage, c'est qu'il y a à peu près 70% des personnes qui se présentent avec un problème externalisant, déficit d'attention et ou hyperactivité et ou irritabilité. Et le problème avec ce monde-là, c'est fortement l'irritabilité ou l'impulsivité qui les pousse à venir à l'urgence. Ils pètent des coches à domicile et ou à l'école et ça dépasse les capacités de la famille ou l'école de les gérer. Il y a une urgence, il y a une violence, soit avec des objets, soit avec des personnes. Je vais juste chercher mon café qui est loin. Et il se présente à l'urgence. Une fois que j'entends qu'il y avait une chicane entre l'enfant et la mère ou le père, et ou avec un prof, et ou avec un de ses pairs à l'école, je pose des questions très précises par rapport à tout le syndrome. Je demande, est-ce qu'il y a un problème de se concentrer à la classe? Est-ce qu'il y a un problème d'hyperactivité? Est-ce qu'il y a une irritabilité? Quelle fréquence? Une fois par jour, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine. Et c'est frappant comment l'enfant souvent va être très honnête parce qu'on dit dans la littérature que les jeunes avec des problèmes externalisants sont des mauvaises répondants pour répondre aux questions psychiatriques. Mais c'est frappant comment souvent ces jeunes sont très clairs qu'ils ont des problèmes d'irritabilité et sinon, on pose les questions aux parents aussi. Pourquoi est-ce que je souligne irritabilité? Parce que c'est souvent le symptôme qui pousse l'enfant à présenter à l'urgence, parce que c'est souvent le symptôme qui contribue à la suicidalité et parce que souvent, c'est un symptôme qu'on peut soigner facilement, assez facilement, soit avec une approche de gestion de colère, soit avec des médicaments. C'est fortement génétique et j'en parle avec les familles.
j'en parle avec les familles pour leur donner une idée d'une histoire globale de l'enfant, mais aussi pour créer un peu de l'humilité chez les parents, que c'est eux autres qui partagent le problème. Ce n'est pas juste l'enfant qui a le problème, mais étant donné que c'est génétique, c'est transmis d'une génération à l'autre, je pense que la variance, la contribution des génétiques au problème, c'est 80%. C'est très haut pour un problème en psychiatrie. Et c'est important aussi de souligner que ce sont les parents qui sont impliqués parce que ça nous donne une occasion de soigner le système familial et enfin d'offrir des traitements aux parents aussi. Bon, donc une fois que j'entends le mot chicane ou qu'il y avait un problème avec un membre de l'environnement, automatiquement, je fais une investigation de l'attention, de l'activité, de l'irritabilité et des troubles d'apprentissage qui sont tous liés génétiquement. Et on peut aider l'enfant avec les troubles d'apprentissage aussi, parce qu'on peut faire une évaluation académique pour identifier où se trouvent les troubles et on peut être en contact avec l'école pour renforcer les ressources pour minimiser les troubles d'apprentissage, la vulnérabilité de l'enfant à l'école. C'est aussi une occasion de faire une transition de narrative de l'enfant, une narrative qui il va se présenter avec « je suis stupide, je cause un problème avec mes parents et avec l'école, alors le monde à l'entourage serait mieux sans moi. Je vais me suicider. » Ou simplement à cause d'un trouble d'apprentissage, je suis stupide, ça cause un problème d'humilité, j'ai honte, je suis tanné d'avoir honte, alors je vais me suicider. Et on peut renverser ça. Étant donné qu'on peut le renverser, on peut aussi dire à l'enfant que ton narrative actuellement, c'est d'un enfant qui est stupide et faible, mais enfin, tu avais la force de te représenter à l'école. Félicitations. Tu avais le courage d'aller à l'école malgré les difficultés. Félicitations. Ça m'impressionne. Et cette évolution dans la narrative, d'une narrative qui est faible à une narrative qui est fort, ça peut aider l'enfant avec son estime de lui-même. Mais aussi de souligner à l'enfant, s'il se tue, les parents qui avaient des difficultés avec son irritabilité, quand même, ils seraient bouleversés par la mort de l'enfant. Faites pas ça. Et ces mots que je viens de nommer, ces dynamiques que je viens de souligner, ça peut aider l'enfant énormément. J'en parle parce que il y a dedans l'adversité et des problèmes externalisants et des problèmes internalisants. Rappelez-vous de ça et je vais retourner à ça. Quel autre domaine de difficulté est-ce qu'on voit, des profils de difficulté, est-ce qu'on voit à l'urgence avec des adolescents suicidaires? Des problèmes internalisants, je souligne là, un TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Et dans les TOC, je vais juste vérifier l'heure, il est 11h15. Là, ce que j'aime bien, c'est d'identifier les TOC. Parce que les obsessions,
qui font partie du TOC peuvent être très intéressantes à identifier. Les obsessions peuvent s'attacher à n'importe quel domaine, soit une pensée, un affect, une fantaisie, un comportement. Et le défi, c'est de discerner que l'obsession, c'est justement ça. L'enfant peut être obsédé avec suicide, il peut être obsédé avec un homicide. S'il est obsédé avec un homicide, il peut se présenter avec des policiers. Et tout le monde sont très inquiets, ils ont peur, y compris moi. Et j'entre dans le bureau et j'explore un peu davantage qu'est-ce que ça veut dire, une idée que tu vas tuer quelqu'un, surtout un membre de la famille, un chien, un frère, une sœur, un maman, papa. Et on s'aperçoit que c'est un symptôme parmi d'autres obsessions et un plus large problème d'anxiété. Donc, ça rassure tout le monde que cette personne homicidaire est plutôt anxieux, n'a jamais fait mal à personne, il a peur de faire mal et on peut l'aider avec ses obsessions. Le problème, ça va disparaître. La même chose avec suicide. Ça ne veut pas dire qu'il veut suicider. Ça peut simplement dire qu'il est préoccupé avec l'idée de suicider à cause d'une obsession. Donc, on peut se rassurer que ce n'est pas un enfant qui va se suicider. Il a peur de ça, mais il a une pensée qu'il ne peut pas lâcher. Donc, on peut l'aider avec son obsession et la suicidalité va disparaître. Ce qui est difficile, surtout avec les jeunes, avec des obsessions, c'est quand ils ont une idée qu'ils vont faire l'amour avec maman ou avec sa sœur, et on doit rassurer maman et la sœur que ça ne va pas arriver. C'est simplement le contexte d'une obsession. Bon, une autre présentation qu'on voit souvent, ce sont des attaques de panique. Et les attaques de panique se présentent souvent durant l'adolescence et surtout au niveau des examens. Donc, on a quelqu'un qui a 13, 14 ans qui va passer des examens et va subir sa première attaque de panique. Et on voit souvent dans les familles de ces jeunes les mêmes problèmes d'anxiété, des attaques de panique dans les parents quand ils avaient le même âge. Et là, c'est fortement génétique encore et on peut approcher le jeune avec un mélange de traitements comme pour les TOC, des stratégies pour minimiser soit les attaques de panique ou les TOC, et aussi un médicament pour diminuer les attaques de panique et le TOC. Souvent, on utilise pour le TOC Zoloft et on utilise pour les attaques de panique Celexa. Une autre situation, profil qu'on voit souvent, c'est un enfant qui se présente avec une angoisse de séparation. Et comment est-ce que je peux l'identifier? J'utilise plusieurs moyens, surtout quand une jeune qui a déjà commencé, par exemple, l'adolescence, qui se présente avec un toutou. Ça, c'en est juste une signe, ou un adolescent qui va se présenter avec une très haute voix qui suggère un âge plus jeune. Peut-être un âge quand l'adolescent s'est senti en sécurité dans sa relation avec maman ou papa. Ça c'est un deuxième signe
Un troisième signe, et ça c'est frappant, c'est quand maman ou papa répondent à toutes les questions pour l'enfant. Et ça, c'est fun. Moi, j'attends toujours pour l'adolescent de répondre à mes questions, qui répondent, c'est encore maman, papa. Je ne vous dis pas comment je souligne ça pour l'instant, j'arrive. Et un autre cas qu'on a vu hier, quand l'enfant a des problèmes somatiques dans plusieurs domaines où on ne peut pas trouver le vrai bobo. Un mal à l'estomac qui est vague, un mal à la tête qui est vague, une douleur dans la poitrine qui est vague, et toutes sortes d'essais de trouver la source du bobo sont nuls. L'imagerie médicale, ça montre qu'il n'y a aucune évidence de pathologie. Quand on cherche la pathologie clinique, on ne peut pas le faire. Et si on parle dans toutes les situations, soit maman, papa qui parlent pour l'enfant, soit plusieurs problèmes somatiques sans aucune source identifiable, soit un toutou, soit de parler avec une voix très haute, je n'utilise pas un doigt et je dis à un enfant, grandis-toi. C'est le bon moment de maturer. Je dis plutôt, ça doit être difficile d'avoir ces symptômes. Et moi, j'ai une idée comment tu peux surmonter le problème. Et je suggère des moyens pour l'enfant de grandir, de maturer. Et on va l'aider. Et souvent, maman, papa sont tannés de l'enfant, de ses symptômes, et ils sont des bons alliances, des bons amis pour promouvoir le traitement. Des fois, les parents sont très contre le traitement. Ils se sentent menacés par l'idée d'une séparation et individuation de leur enfant. Et d'une façon très paranoïde, ils vont me blâmer de toutes sortes d'affaires. Ça arrive peut-être dans 2% des telles situations. Je les gère. On n'a pas le temps maintenant de discuter de ça. Je veux souligner maintenant que j'ai publié une étude récemment dans un journal qui appelle Preventive Medicine. Ça s'est sorti à peu près il y a un mois. Et Dr. Melissa Henry, qui fait partie de la crise, elle était the guest editor. Et j'ai publié la première publication sur mes données suivies de 4 ans des adolescents suicidaires qui sont présentés à l'urgence. Ce n'est pas le titre exact de l'article, mais c'est l'étude, c'est le premier article de l'étude. Et il y avait plusieurs idées que j'aimerais souligner pour vous. Une, c'est que suicidalité suite à une évaluation à l'urgence, ça tombe d'une façon radicale dans l'espace des premiers 2 mois pour la plupart du monde. Est-ce que c'est parce que la raison de suicidalité s'est résolue d'une façon naturelle? Je ne sais pas. Est-ce que c'est à cause de nos interventions à l'urgence? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que c'est à cause du traitement qu'ils ont reçu suite à leur visite à l'urgence? Peut-être, je ne sais pas. Mais juste pour dire que la plupart du monde qui se présente à l'urgence suicidaire
ne le sont plus 2 mois plus tard. Ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que suicidalité, la trajectoire de suicidalité durant les 4 ans, ça diverge du trajet de l'état limite pendant les 4 ans. État limite, c'est pas mal stable et suicidalité, ça descend. Ça veut dire qu'ils ne sont pas pareils. Une demeure pareille, c'est état limite, suicidalité descend. Donc, ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas synonymes. Ils ne sont pas identiques. Il y a un problème avec la critère de suicidalité dans le diagnostic de l'état limite. On doit en réfléchir. Ce qui est la conclusion la plus importante de l'étude, c'est qu'il y avait certains prédicteurs de suicidalité long terme. Un prédicteur, c'était sexe féminin. Pourquoi? J'ai une idée. 39% des femmes dans la société ont subi une adversité, enfin un abus. 21% des hommes ont subi un abus. Moi, je trouve ça aberrant et j'étais étonné de voir que les chiffres étaient tellement hauts. Mais le plus que j'ai réfléchi sur ça, je pense que c'est enfin une sous-estimation. Quand même, il y a un grand décalage entre 39% des femmes et 21% des hommes. Comment est-ce que je peux comprendre ça? Probablement, comme vous le savez, les femmes subissent des abus sexuels plus que les hommes et ils subissent des adversités plus jeunes que les hommes. Alors, ça peut nous décrire pourquoi les femmes ont plus de dépression plus tard. Peut-être parce que l'adversité avait un plus grand impact sur leur caractère et leur fonctionnement généralement plus tard. Une hypothèse. Donc, un des prédicteurs de suicidalité 4 ans plus tard, c'est sexe féminin. Une autre, c'est l'adversité. Et on va voir comment ça correspond à COVID. Adversité, comme j'ai souligné auparavant, ça dépasse 90% de nos cas à l'urgence. Et l'équation, c'est problème internalisant ou externalisant, les deux, plus adversité, sans ou avec trouble d'apprentissage, ça donne suicidalité. Donc, je retourne à mon article et les conclusions. Les prédicteurs sexe féminin, adversité, stresseurs dans la vie actuelle et très important, d'après moi, c'est état limite, mais pas état limite en général. C'est le sous-échelle, état limite, impulsivité. D'après moi, ce n'est pas juste impulsivité, c'est irritabilité. Mais on a utilisé le HAB-DIB qui était créé par Dr. Jean-Marc Guillet et son projet de recherche à l'hôpital Rivière-des-Prairies avec Jean-Jacques Breton. Et c'était une forme abrégée du Diagnostic Interview of Borderlands, du Gunderson et Zanrini. Alors, dans cette échelle, ils ont utilisé impulsivité
comme une des sous-échelles. Donc, je ne peux pas dire nécessairement que c'était irritabilité, mais, excusez-moi, d'après Dr. Gustavo Turecki, qui est le chef du département de psychiatrie à l'Université de McGill, faculté de médecine, une correspondance avec lui, irritabilité, ça fait partie du spectre de l'impulsivité. Bon, on a adversité, sexe féminin, sous-échelle, impulsivité de l'état limite et des stresseurs dans la vie. Et d'après moi, les stresseurs dans la vie, ça affecte plus cette population qui devient suicidaire parce que c'est sur une base faible de caractère, adversité. Encore une hypothèse, mais ça m'aide dans mes évaluations parce que je dépasse les stresseurs actuels pour regarder qu'est-ce qui est en dessous et fortement, fréquemment, c'est l'adversité plus jeune qui est la fondation faible qui fait en sorte que la personne suicidaire n'est pas capable de digérer la stresseur actuelle. Bon, où est-ce qu'on est rendu maintenant? 11h32. OK. Non, je n'ai pas de PowerPoint. Je parle, ça me dérange un peu de parler avec un PowerPoint et de parler librement avec ma population. Donc, ça m'aide de parler comme ça, sans PowerPoint. Il y avait 2 publications récemment, qui parlent de COVID et l'impact sur la société. Une qui est sortie le 26 février de cette année dans le journal de psychiatrie des enfants et adolescents. Et le premier auteur, c'est Korczak, Korczak, de l'hôpital Hospital for Sick Kids à Toronto. Et un autre, c'est sorti dans la revue Scientific Reports, où le premier auteur, c'était Juan Pablo Pizarro Ruiz. C'est sorti le 3 juin 2021. Et les premiers mots dans le titre, c'est « Effects of COVID-19 Confinement ». Encore, globalement, ils ont dit que la plupart des enfants et adolescents, mais surtout des adolescents, durant COVID, à peu près dépassé 70%, ont vécu une exacerbation des problèmes mentaux précédents, soit externalisants, soit internalisants, mais aussi la première présentation de ces problèmes. Donc, 70%, c'est énorme. Et parmi les préscolaires, c'était environ 20 à 30%. Et c'est à peu près les mêmes conclusions des 2 articles. Et où s'est trouvé le problème prioritairement, c'était parmi les jeunes spectres autistes. Et je n'ai pas parlé auparavant de spectre autisme, mais c'est une autre présentation des enfants à l'urgence. Et le spectre autisme, c'est comme un parapluie qui peut comprendre toutes sortes d'autres problèmes, comme des déficiences intellectuelles, TDAH avec irritabilité, oppositionnalité, des psychoses, des anxiétés, des dépressions. Et heureusement pour nous à Montréal, on a ce qu'on appelle le Centre de réadaptation et déficience intellectuelle ou le CRAM
aussi CRDI ou le CRUM. Il nous aide beaucoup avec ces enfants. Cette population, quand ils n'étaient pas capables d'aller à l'école, ils ont manqué les structures de l'école, les ressources à l'école, ils restaient à domicile, ils ont débordé les ressources des parents à domicile et ça a créé le bordel chez beaucoup de monde, chez beaucoup de jeunes, autistes et autres. Mais surtout, dans le spectre d'autisme, ils ont perdu beaucoup de ressources qui ont stabilisé ces jeunes-là. Moi, j'étais étonné un petit peu que TDAHI était affecté aussi, parce que pour moi, les I, l'irritabilité, impulsivité, où se trouve le problème souvent, le pire, c'est dans l'école. Ils n'étaient pas capables de se concentrer. Ils étaient agités par tous les stimulés dans la classe, mais eux autres aussi. J'imagine parce que ces problèmes se manifestent à domicile aussi. Et une fois que vous avez ces jeunes-là avec ces parents qui ont les mêmes problèmes, dans le même confinement, dans une petite maison, on a le bordel. Donc, on peut bien comprendre, surtout avec ces deux populations-là, mais aussi, si vous vous rappelez de vos années à l'école secondaire, l'école primaire, vous vous rappelez de ça mieux que moi. Malheureusement, c'est un peu long terme pour moi. Il y avait des activités à l'école qui ont créé la santé mentale, comme un contact direct avec le professeur qui pouvait expliquer des choses directement, comme des activités durant l'école et sport, durant l'école, après l'école, le contact avec nos amis, d'imaginer que nos jeunes aujourd'hui étaient affectés par le manque de l'école. C'est difficile à croire parce qu'il y avait aussi beaucoup d'activités à l'école qui ont renforcé une estime de soi, comme les sports, comme chess club, comme club de mathématiques, qui ont donné une identité, qui ont renforcé une identité pour l'enfant. Et ça n'existait plus où il y avait un long moratoire de 1 an et demi. Et dans ces articles, je regarde l'heure, dans ces articles, ils ont dit, même si le COVID dure plus long terme, même si on doit fermer des écoles périodiquement, s'il vous plaît, gardez les activités parascolaires avec de distance, avec des vaccinations, avec des masques et tout ça. Gardez les précautions COVID en santé, mais continuez les activités parascolaires, peut-être durant, certainement après l'école. J'ai un problème avec mon œil, mais je vais regarder ça. Bon, je pense qu'il est 11h39. Est-ce que je commence à répondre à la question? S'il n'y en a pas, je peux continuer à dire autre chose. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, Dr. Winfield. Je suis de Oui, retour. bonjour. Je vais animer les questions. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Je vais commencer par la première question que j'ai reçue. Bonjour, lors des présentations antérieures de l'Institut d'études du CRIS, entre autres la présentation de Lévesque et Bardon, il a été mentionné que le confinement a engendré une baisse des visites aux urgences, mais lorsque les visites ont repris, est-ce que les présentations cliniques apparaissaient plus sévères chez les enfants qui auraient possiblement attendu trop longtemps avant de consulter? Quelle bonne question. Et oui, je me rappelle du début du COVID en mars, fin février, mars, début mars 2020.
Et moi, je pense que j'avais le COVID en décembre 2019, comme plusieurs de mes collègues à l'urgence, sans le savoir, mais avec des maladies fortes et très graves. Donc, je me présente, je retourne au travail en 2020 et on avait la vacance scolaire. Et en retour de vacances scolaires, on entend des problèmes de COVID en Amérique du Nord, en Chine. Et je n'ai pas manqué une journée au travail. Je suis fier de dire ça, mais je peux vous dire que j'avais peur en masse. J'avais vraiment peur parce que je ne savais pas qui était le persécuteur, s'il existait sur mes mains, dans ma bouche, mes vêtements. Et il fallait que je me présente à tous les jours et on avait des conditions PPE pour voir les patients et je suis allé partout comme un robot et il y avait une forte diminution de nos présentations, de nos cas pendant 4 mois. Et quand je dis forte diminution, je veux dire que chaque mois était comme juillet, août, quand tous les enfants étaient au camp d'été, sans problème suicidaire. On avait 1 ou 2 cas par jour au lieu de 10 à 14. Mais une fois, surtout que les écoles ont ouvert leurs portes, et wow, on avait une vague forte de présentations suicidaires à l'urgence. Et oui, je pense que c'était non seulement nos vagues typiques de l'ouverture académique avec les problèmes de troubles d'apprentissage, les attaques de panique, les TOC, les irritabilités, non seulement ces cas-là, mais ces cas avec toute l'adversité, tu étais confiné et en pression à la maison durant tout ce temps-là. Donc, nos cas, je n'ai pas de données à vous présenter par rapport à ça, c'est juste une impression. Nos cas étaient plus difficiles, plus lourdes, plus nombreux et plus lourdes. Et on dépendait davantage sur le service social de nous aider à gérer ces cas-là avec les adversités. Je me rappelle de ça et on est encore là un petit peu. Encore là un petit peu. J'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, j'aimerais ça savoir aussi, est-ce que les enfants étaient plus jeunes ou ils étaient plus au niveau de l'adolescence ou du préscolaire? Oui, oui. Donc, une bonne question encore. Et j'ai été co-auteur d'un article qui est apparu en JAMA en 2019. Et Brett Burstein était le premier auteur. Non. Agostino était le premier auteur, puis Brett Burstein, puis moi. Et on a regardé les données à travers les États-Unis pendant une dizaine d'années et on s'est aperçu que les présentations à l'urgence aux États-Unis pendant 10 ans qui ont terminé vers 2015-2017 ont doublé. Et la population qui a contribué le plus à ce doublage étaient les jeunes. Et les jeunes, je comprends très bien, c'était dû à l'irritabilité et une meilleure identification par la communauté de TDAHI. Et je félicite la communauté, je félicite les écoles pour avoir des antennes pour ces jeunes-là et pour les regarder pas juste comme des problèmes dans la classe, mais des jeunes qui ont des difficultés psychiatriques et qui peuvent être soignés. Donc, ils les ont référés davantage à l'urgence pendant ces dizaines-là. Et oui, il y avait
une différence dans l'âge et on voit de plus en plus les jeunes en bas de 12 ans qui se présentent. Et quand j'ai commencé mon carrière il y a 30 ans, en bas de 12 ans à l'urgence, c'était rare. Maintenant, on les voit en 5-6 ans et on le voit souvent, de 5-6 ans jusqu'à 12 ans. Est-ce que vous en avez vu plus pendant la COVID, avec le fait que c'est un élément de vulnérabilité de plus? Est-ce que vous les avez vus plus jeunes, puis il y en avait plus? Oui, complètement. Donc, il y a, je pense, l'identification de ces jeunes par la communauté, mais aussi le fait que ces jeunes sont à domicile à cause du COVID. Et on voit, j'avais un appel hier, j'ai vu une jeune et ça m'a bouleversé. Je suis entré dans le bureau et le jeune était dans une position fétale à 6 ans. Et il m'a regardé en détresse et sa mère était assise sur la chaise. Elle m'a regardé sans la même détresse, mais en colère. Elle m'a dit, il est en punition parce qu'il vient de me frapper, il vient de lancer la poubelle. Et il est en punition. Et puis elle m'a regardé, je suis venu pour le placer, en colère. Je suis venu pour le placer. Et lui, il m'a regardé et il l'a regardé avec une anxiété énorme. Et moi, j'étais frappé par l'attitude de la mère. Comment ça, une femme qui a donné naissance à ce jeune avec amour et tendresse, je me suis dit, et qui, dans l'espace de 6 ans, peut le détester jusqu'au point où, sans amour et affection, elle peut lui dire dans sa face qu'il va placer. Et puis, j'ai dit, non, 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 on n'a pas besoin de le placer. Je vais lui donner des médicaments, ça va l'aider. Et puis, j'avais un appel de crise de son beau-père, qui est pharmacien. Et il m'a dit, Dr. Greenfield, je sais que vous faites des évaluations vite. Je ne veux pas que vous donniez un congé à mon beau-fils. Et j'ai dit, monsieur, vous n'êtes pas le gardien légal, je ne peux pas parler de lui avec vous. Il était correct. À ce moment-là, il m'a dit, je suis pharmacien et dans le COVID, c'est tellement difficile d'avoir des médecins. Moi, je donne les médicaments à ma famille. Il m'a annoncé ça, c'est illégal, mais il a dit au téléphone à moi, il m'a dit, vous ne pouvez pas lui donner un congé sans assurer un suivi médical. Encore un autre jeune qui se présente à l'urgence, qui va donner une suite médicale? Il n'y a pas suffisamment de médecins de la famille, pas suffisamment de pédiatres, et ils arrivent sur mes hanches. C'est moi qui dois donner la prescription. Donc, je lui ai dit, je suis désolé, oui, on va s'assurer un suivi pour les jeunes. Et grâce aux travailleuses sociales ici, leurs compétences, ils ont téléphoné à CAF et on va s'assurer un suivi pour ce jeune. Donc, si je vous comprends bien, Dr. Greenfield, vous avez dit que c'était encore, ça s'est exacerbé avec la COVID, le suivi des jeunes à l'urgence. Il n'y avait déjà pas de médecins, donc ça a été encore plus difficile, puis c'est retombé dans les urgences. J'aurais d'autres questions pour vous. Pour les enfants suicidaires en traitement avant la pandémie, comment les différentes mesures de confinement ont entravé ou aidé leur rétablissement? Wow! Juste pour ajouter, la maman de l'autre cas, oui. Elle m'a précisé, elle a renforcé. On a survécu COVID, c'était l'enfer avec ce jeune, on va le placer. OK. Mais je ne sais pas si j'ai compris votre question, c'est par rapport avant COVID et après COVID. Je vais vous la redire. C'est pour les enfants suicidaires en traitement avant la pandémie. Comment les différentes mesures de confinement, mettre un masque, être obligé de rester à la maison, pas aller avec ses amis, ou a entravé, OK, il a porté tort ou aidé à leur rétablissement?
Bon, la réponse, c'est que je ne sais pas, mais je lisais des articles qui décrivaient la toxicité des masques pour les jeunes parce qu'ils sont maintenant, leurs efforts de discerner les émotions des adultes est saboté, est compliqué. Et la question devenait comment est-ce que leur développement va être affecté s'ils ne peuvent pas lire nos visages. Et je comprends ça tout à fait. À l'urgence, en crise, je ne peux pas dire que je suis conscient de ce problème-là comme exacerbant la présentation à cause de COVID. Certainement, le confinement à la maison, oui. Le manque de ressources à l'école, le manque d'identité, le manque d'estime de soi et les enfants qui ne sont pas capables d'apprendre à l'ordinateur, Caroline, et ne sont pas organisés. Imaginez tous les troubles d'apprentissage qui ne sont pas capables d'organiser un ordinateur pendant 1 an et demi. C'est effrayant, c'est épouvantable. Mais pour les masques, autres que j'ai constaté, je ne sais pas. La distanciation physique, le fait qu'ils ne pouvaient pas aller voir leurs amis, j'imagine que ça a dû affecter aussi la socialisation des jeunes. Ça n'a pas dû favoriser leur rétablissement? Je pense quand il s'agit de la dépression, certainement, parce qu'on a tous des amis, on a tous des activités sociales et on veut investir dans ces activités sociales en masse avec nos amis. Et c'est tellement important. Si vous lisez Freud, il y en a parmi vous qui sont trop jeunes pour ça. Mais comme psychanalyste, je lisais des livres par Freud et il y avait un essai qu'il a intitulé Primary Narcissism. Et dans Primary Narcissism, il a expliqué qu'il faut se libérer de libido. Il faut mettre l'énergie interne à l'extérieur, de l'attacher aux personnes et aux activités. Et il a dit, si vous ne le faites pas, toute cette énergie libido, ça va retourner à l'intérieur, ça va s'attacher aux organes internes et on va avoir des problèmes avec les organes internes, somatisation. Alors, COVID, c'est une force féroce pour retourner le libido à l'intérieur. Parfait. Je vous remercie. J'ai un autre commentaire aux questions. Je vais vous la lire. C'est depuis 2 ans, l'Institut national de santé publique publie des statistiques sur les hospitalisations à l'urgence pour tentatives de suicide et ces données démontrent que les hospitalisations sont en augmentation, ce que vous nous disiez tantôt, particulièrement chez les jeunes. Est-ce que je peux comprendre qu'à partir de vos propos, cela pourrait être expliqué par une préoccupation plus grande par rapport à la détresse chez les jeunes? Est-ce que c'est parce qu'on fait plus attention à la détresse chez les jeunes? Wow. Les chiffres que vous avez parlé tantôt, je pense que vous en avez parlé un petit peu. Vous avez abordé le fait que ça pourrait être une meilleure détection, on adresse la détresse. Mais qu'est-ce que vous avez dit aussi par rapport à l'étude avec Dr. Bernstein et vous? Donc, l'étude lui-même était basée sur les données. Et les données étaient que les présentations pour les cas suicidaires ont doublé, ils ont augmenté, fait le double aux urgences pendant les 10 ans entre 2007 et 2017. Et on a constaté par les données que la population la plus affectée qui a contribué à ce doublage était plutôt dans le rangée jeune, en bas de 12 ans, comme 6 à 12 ans. Ça, c'était les données. Puis,
ma perception, ma conclusion, je réfléchis sur ça, C'est ça. mais je n'ai pas des données pour ça, c'est que le profil des jeunes en bas de 12 ans correspondait à mes observations cliniques où c'est la plupart, presque toutes, ont des difficultés avec TDAH, avec impulsivité, irritabilité, ou le jeune a des problèmes avec maman ou le prof, avec des autorités et avec oppositionnalité. Et une fois qu'il crée des problèmes, la détresse avec une autorité, l'autorité les punisse et ils reçoivent le message « tu n'es pas bon, tu n'es pas bon ». Et mon collègue Laura Hamer a lu une étude la semaine passée où ils ont compté le nombre de fois qu'un jeune avec TDAHI est reprimandé et critiqué jusqu'à avant l'âge de 16 ans. Si vous pouvez imaginer, c'est 20 000 fois. Alors, le message est communiqué à le jeune, tu n'es pas bon et on serait mieux sans toi. Et c'est ça probablement le fort dynamique qui fait en sorte que le jeune en bas de 12 ans devienne suicidaire. Il y a des cas de l'anxiété, il y a des cas des attaques de panique, des désordres de panique, de TOC. Mais parmi les en bas de 12 ans, mais la plupart sont dans le rangée de TDAHI avec des troubles d'apprentissage et des mauvaises estimes. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Merci, merci. Je vous laisserai le mot de la fin. Il reste 3 minutes. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. OK. Oh, est-ce que vous voulez que je réponde à une autre question ou je dis autre chose? Je vous laisse le mot de la fin. The end. Merci. Vous avez fait un très bon travail, entre parenthèses. Merci. Pour ces jeunes-là, ce que j'adore, c'est qu'il y a toujours l'espoir pour ces jeunes-là. Et ça me motive à continuer mon travail parce que je vois que les jeunes s'améliorent. Et on est en train maintenant, avec Bonnie Herndon à Concordia, de regarder, et Dr. Ashley Wazana à l'hôpital juif, et Tamar en Israël, on est en train de regarder les traitements que les enfants ont reçus dans notre étude. Et la plupart étaient dynamiques, avec pharmacologie, avec traitement diadique, avec traitement de la famille, de couple individuel. Et on va voir quelle partie de ces traitements ont contribué au bien-être des enfants à leur issue. Et c'est riche comme expérience. On va regarder aussi, j'ai parlé auparavant des prédicteurs de suicide à long terme. On va regarder les prédicteurs de dépression dans la même population avec des sous-échelles d'état limite, les prédicteurs de désordre de conduite dans cette population. Et on va faire une synthèse de tout ça aussi. Et on est en train, comme j'ai dit auparavant, d'une façon formelle de regarder l'adversité à l'urgence d'une façon quantitative et qualitative pour mieux opérationnaliser une approche à ces jeunes. Donc, j'espère dans un an, je vais avoir plus de données à vous transmettre, surtout les cliniciennes, pour vous dire cette approche marche mieux que cette approche ou une combinaison de toutes ces approches, ça donne une meilleure issue. On va attendre avec impatience toutes vos interventions. On va lire vos écrits. Je voulais vous remercier beaucoup.